Bonjour et bienvenue pour ce Tech Live qui vous est proposé par Clanic. Ça va démarrer on va peut-être attendre une petite minute avant de démarrer. Donc, attendre que les gens se connectent au fil de l'eau. Restez avec nous, ça commence vraiment très rapidement. Alors, j'espère que vous nous rejoignez pour en apprendre plus sur les bons outils ou les outils des bons négociateurs. Une présentation qui a été préparée majoritairement par Gérard avec moi. Et je pense qu'on peut y aller là, Ouais, Gérard. on peut commencer. Allez, allons-y. Bonsoir et bienvenue. Alors, qui sommes-nous? Et très rapidement, donc, nous sommes coach agile chez Clanic. Voilà. Et donc, nous animons de temps en temps ce genre de webinar, notamment. Et aujourd'hui, donc, nous allons voir les bons outils qu'utilisent les négociateurs, en fait. Voilà, et on verra ça en 4 points. Déjà, qui est concerné par la négociation, où et quand? Qu'est-ce que c'est que bien négocier? On va voir une série d'outils en fait qu'on peut mettre euh, dans la thématique empathie tactique. Donc on expliquera aussi qu'est-ce que c'est. Après, nous aurons évidemment une rapide conclusion et un temps de questions-réponses. Alors, qui est concerné, où et quand? Alors, peut-être que vous pouvez mettre sur le chat d'après vous. Ah, on va. Non, c'est bon. On verra pas le chat, D'accord. on est juste en chat privé. Bah, Donc du voilà, coup, c'est posez-vous la question en fait, d'après vous, quand est-ce que nous négocions? hmm. Ça, c'est intéressant de se poser la question. Voilà, alors je vous donne une définition de alors Julien Pellabert, qui est un négociateur professionnel qui est assez renommé en France. Donc sa définition de la négociation, c'est que c'est un mode de décision partagé où on a la possibilité de dire non. Ça veut dire qu'il y a une comment dire, où il y a une certaine liberté que nous avons chacun dans la négociation, que nous devrions avoir. Alors évidemment, il y a plusieurs types de négociations, hein. Et par exemple, une demande simplement pour prendre un rendez-vous, ça va être vendre, acheter une prestation, une idée, un bien, une négociation qui est liée à un prix, hein, par exemple, négociation immobilière, de voiture, voilà, avec la rémunération aussi. Qui sait, peut-être que ces outils vous serviront. Voilà, et aussi pour la négociation de conflits, donc négociation commerciale, mais même effectivement des cas comme des prises d'otages. Alors, où est-ce que nous négocions? Eh bien, en fait, on négocie partout dans notre vie quotidienne, que ce soit à la maison, au travail, voilà, dans un magasin. Avec les enfants. Voilà, et eux, ils savent négocier. Tout à fait. Donc c'est important de se poser en fait de ne pas être pris au dépourvu et de se poser quand même quelques questions avant d'entamer une négociation. Qu'est-ce qui m'importe en fait? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, que j'ai pas envie de perdre? Et est-ce que j'ai réfléchi à ce qui était acceptable pour moi? C'est-à-dire, il y a peut-être des choses sur lesquelles c'est peut-être pas des choses essentielles et donc du coup, on est prêt à céder un peu. Et avec qui? Eh bien, en fait, effectivement, on peut négocier avec soi-même ou avec un tiers. Alors, qu'est-ce que bien négocier? Voilà, on peut vraiment se poser la question de la bonne méthode. Alors, ce qu'on va vous montrer, voilà, ça, c'est vraiment les choses, je dirais, qui viennent probablement en tête le plus souvent, hein. Est-ce que c'est vraiment convaincre l'autre personne qu'on a raison, par exemple? Est-ce que c'est la contraindre? Alors, il y a des modes des négociations, hein, effectivement, où c'est contraindre la personne. On est dans l'ordre de la manipulation, justement. Voilà. Est-ce que c'est chercher un accord équilibré gagnant-gagnant? Eh bien, en fait, c'est aussi, voilà, c'est important de se poser la question de, OK, on négocie, mais pour quel résultat? Euh, En particulier quand c'est l'accord 50-50, qu'on qualifie de gagnant-gagnant. Mais comme vous voyez sur l'image, bon, je suis pas sûr que ça soit super viable d'avoir une chaussette rouge et une chaussette bleue parce qu'on a négocié avec soi-même et qu'on n'a pas su se décider. Effectivement, voilà.
il y a aussi des négociations où c'est un petit peu en demi-teinte, effectivement, et c'est souvent en demi-teinte, en fait, quand on fait des accords 50-50, parce qu'on est amené à faire des concessions. Et donc, on peut se poser la question, effectivement, jusqu'à quelle compromission est-ce que je suis prêt, hein, par rapport à mes besoins, par rapport à ce qui pour moi est important. Donc, surtout, n'essayez pas d'obtenir un accord gagnant-gagnant, parce qu'en fait, c'est un accord perdant-perdant. Alors, je vous propose une définition d'une bonne négociation. Une négociation réussie, c'est lorsque donc, plusieurs parties se mettent d'accord sur un contrat dont les modalités sont réalistes, mesurables et qui satisfait leurs besoins importants. Alors, tous ces aspects sont vraiment à prendre en compte. On peut très bien se mettre d'accord sur des modalités qu'on ne va pas pouvoir mettre en œuvre, en fait. Et donc, du coup, cet accord n'aura pas servi à grand-chose et va conduire à quelque chose de très insatisfaisant. Donc, c'est important, en fait, de réfléchir à concrètement, une fois qu'on aura passé un accord, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'on va vérifier qu'on remplit bien, comment dire, qu'on répond bien à l'accord sur lequel on est tombé? Est-ce qu'on a des moyens de mesurer concrètement qu'on respecte cet accord? Et est-ce qu'en fait, ça satisfait nos besoins importants? Souvent, quand on négocie, on a une chose en tête, mais pas forcément ce qui est le plus important pour nous. Voilà. Et c'est ce qu'on va essayer d'aller chercher justement, c'est ce besoin qui est plus important. Alors oui, attention, en fait, souvent, même très souvent, les gens, et moi le premier, hein, nous formulons des solutions et non pas des besoins. Donc il faut vraiment faire cette distinction entre solution et besoin. Et ce qu'on va chercher à faire justement dans la bonne négociation, c'est d'aller chercher quelle est la raison, le besoin qui se cache derrière la solution qui vient de m'être exposée. Parce qu'en fait, le but de la négociation, hein, c'est que évidemment l'autre accepte ma proposition, mais dans son propre système de pensée, pas dans le mien. Parce qu'en fait, si ça reste le mien, ça restera ma réflexion, ça lui sera extérieur et on va pas pouvoir en fait arriver à quelque chose de vraiment intéressant où il aura peut-être l'impression d'avoir été contraint. Donc, mieux vaut ne pas aboutir aussi à un accord que d'avoir un mauvais accord. Rappelez-vous, hein, c'est le 50-50. Pour savoir en fait si ça s'est bien passé, si c'est un bon accord, il y a plusieurs éléments. Donc effectivement, il y a les modalités et qui est de savoir comment on va vérifier que l'accord est respecté. Donc comment est-ce qu'on va le mettre en œuvre? Est-ce qu'on a prévu, par exemple, des points réguliers pour pouvoir vérifier que cet accord fonctionne? Donc ça, c'est plus dans une négociation, par exemple, commerciale, hein. Voilà. Et puis, un autre indicateur qui est, comment est-ce que je me sens, en fait, après cette négociation? Est-ce que j'ai l'impression d'avoir été écrasé? Auquel cas, peut-être j'ai eu affaire effectivement à un manipulateur, voilà. Est-ce que je suis plutôt serein, heureux? Et en fait, si j'ai un ressenti qui est plus positif, en tout cas, c'est une indication que peut-être qu'effectivement c'est un bon accord. Après, c'est dans le temps qu'on va le vérifier. Alors, je vous donne aussi une autre définition, ça c'est celle de Chris Voss, qui est un ex-négociateur du FBI, qui était spécialisé dans la négociation pour la résolution des prises d'otages à l'international. Et donc, il a écrit un livre, Never Split the Difference, donc dans la traduction en français, c'est Ne coupez pas la poire en deux. Et donc, ce qu'il en dit, c'est que c'est d'abord un cadrage émotionnel. Pourquoi? Parce qu'en fait, nos émotions prennent le pas sur nos raisonnements. Vous pouvez, peut-être que vous vous souvenez, hein, de discussions, de négociations que vous avez pu avoir, dans lesquelles vous êtes senti un peu paralysé, à court d'arguments, donc avec une difficulté quand même pour bien raisonner, un inconfort aussi ou un confort, voilà, ça dépend. Mais tout ça, en fait, va rentrer en compte dans cette négociation. En plus de ça, il peut y avoir effectivement des biais cognitifs. C'est pas le bon truc, on l'a fait à l'envers. Non, c'est bon. Ah bon, pardon. Voilà. Et oui, les émotions sont des indicateurs fiables. En fait, je ne vais pas vous faire, comment dire, un cours sur le fonctionnement du cerveau, mais sachez qu'en tout cas, dans notre cerveau le plus primitif, allez, autour de 300 millions d'années, voilà, il y a là une zone en fait qui s'est formée au-dessus du tronc cérébral et en fait dans laquelle se logent les émotions. Voilà, en tout cas, se manifestent les émotions. Et donc, en fait, quand il y a une émotion, la réaction de notre corps est immédiate. La première de toutes les émotions, d'ailleurs, historiquement, ça a été la peur. Voilà, et c'est ce qui a permis aux espèces de survivre.
Et donc, ce qu'elle a pour effet, c'est d'augmenter le rythme du cœur, donc du coup, l'apport d'oxygène dans le sang, et donc la capacité aussi à fuir. Voilà. Donc, c'est important d'intégrer en fait ces émotions, à la fois d'être vigilant par rapport aux émotions qui vont surgir pendant la négociation, mais aussi avant. Parce qu'en fait, vous pouvez très bien avoir eu une discussion, un échange qui vous a tendu, qui vous a mis dans de mauvaises discussions, mais ça peut, dans de mauvaises dispositions, et ça peut être exactement la même chose d'ailleurs pour votre interlocuteur. Tout ça, ça forme ce qu'on appelle une dette émotionnelle, et en fait, ça va influencer clairement la négociation. Et ça va influencer évidemment vos capacités. Donc ça veut dire que les arguments béton qu'on peut être habitué à faire, hein, c'est pour expliquer en long, en large et en travers pourquoi on a raison, eh bien en fait, rapidement, ça risque de voler en éclats à cause des émotions. Et aussi parce qu'on ne s'est pas mis dans le système de pensée de la personne. Voilà. Du coup, on peut avoir l'impression aussi de s'être fait avoir hein, dans une discussion et de se dire après coup, ah mince, j'ai pas osé dire telle chose ou ah j'aurais dû dire tel truc. Voilà. Donc c'est un côté un peu frustrant. Donc voilà, ce que je vous invite, c'est vraiment d'intégrer les émotions dans la négociation. Alors on va voir comment on peut le faire. Donc évidemment, une négociation, ça se prépare. Il y a tout un travail logique à faire, mais dans lequel ce qu'on peut faire, en fait, c'est travailler par rapport à ce qui pourrait générer des émotions, et notamment en énumérant toutes les objections que l'on pourrait faire, par exemple la proposition qu'on veut apporter. Et donc, par rapport à toutes ces objections, on va préparer une réponse pour pouvoir être capable de répondre un peu du tac au tac. Voilà. Et si on est bien entraîné, en fait, malgré le stress, là, on va voir, comment dire, notre façon de parler va être beaucoup plus fluide, va être plus naturelle. Et donc, il y a aussi un travail émotionnel. Euh, Essayez de lister en fait vos craintes par rapport peut-être aux objections, hein, mais vos craintes d'une façon peut-être plus générale, et comment vous allez pouvoir y répondre. Quels arguments, par exemple, hein, pourraient aussi vous mettre émotionnellement à mal. Et donc, une fois que vous avez construit ça, euh, en fait, vous rassurez quand même, clairement. Voilà, et ça va vous aider par la suite. Mais évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, la préparation ne fait pas tout, puisque les émotions, en fait, elles font partie intégrante des échanges et elles sont utiles, en fait. Elles vous donnent des informations, clairement. Donc voilà, il peut y avoir, donc, c'est comme ça, hein, dans toute négociation, évidemment, il y aura des imprévus. Vous allez avoir aussi des découvertes. Et en fait, on peut vraiment être dans une logique de découverte. Et la seule chose sur lesquelles, en fait, en tout cas, une des seules choses sur lesquelles vous n'aurez pas de prise, c'est ce qu'on appelle les inconnus inconnus. C'est-à-dire ces choses que vous ne pouvez pas supposer. Voilà. Et qui vont influer. Par exemple, vous pourriez très bien avoir une négociation avec quelqu'un dont l'intérêt, c'est de faire échouer la négociation, mais en fait, vous ne le savez pas. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'inconnu inconnu, absolu. Et donc voilà, nous allons voir maintenant les outils euh, de l'empathie tactique. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de communication empathique? Parce qu'en fait, l'être humain a des besoins, nous avons tous des besoins, et le premier, en fait, un des premiers, c'est d'être compris plus qu'être écouté. Voilà, vous pouvez écouter des gens parler pendant des heures, mais en fait, s'ils ne se sentent pas compris, voilà, ça ne sera pas satisfaisant. Donc clairement, ce qu'on cherche, c'est à comprendre la personne, et en tout cas à ce qu'elle se sente comprise. On a besoin aussi de se sentir en sécurité, puisque si on est dans un ressenti d'inconfort, parce que c'est ce que ça va produire d'ailleurs, hein, la sécurité, euh, eh ben, ça va limiter en fait nos capacités aussi de négocier. Et donc on a besoin donc du coup j'écris ici d'être à l'aise. C'est pas que simplement par rapport à ça, mais c'est peut-être simplement d'être bien installé, d'avoir fait un tour, voilà, avant la négociation à l'extérieur pour s'oxygéner, se relaxer. Tout ça, ça rentre en compte en fait. Et on a besoin aussi, donc tout ça n'est pas effectivement dans l'ordre croissant-décroissant, hein, mais on a besoin aussi de se sentir respecté. Alors, bien négocier, en fait, c'est d'abord écouter et chercher à comprendre l'autre. Le premier but, ça va pas être, donc du coup, ça va pas être le combat, quoi, hein, comme ce que font certaines personnes connues. C'est pas d'obtenir d'emblée un avantage, hein, c'est d'abord de chercher de la connexion humaine.
Alors, on parle d'empathie tactique. L'empathie, c'est vraiment différent de la sympathie. On peut très bien ne pas ressentir de sympathie vis-à-vis de la personne, mais on va manifester de l'empathie par nos questions, par notre intérêt et par ce goût de chercher à comprendre en fait quel est le besoin de la personne. L'empathie, c'est pas non plus la projection, c'est-à-dire qu'il faut se méfier des biais cognitifs et aussi de cette tendance qu'on peut avoir à supposer ce que la personne pense. Donc il va falloir essayer de valider en fait, éventuellement si on a des suppositions. Et donc c'est tactique, pourquoi? Parce que c'est un outil. Alors, quand ça se passe vraiment bien et que vous maîtrisez bien finalement votre sujet et les outils, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, votre interlocuteur, il va faire le travail et il va vous servir sur un plateau la solution. Voilà, la solution qui va lui convenir et vous convenir. Mais ça, c'est évidemment suite quand même à un certain processus. Mais c'est le but, c'est l'idéal en fait, c'est vraiment ce qu'on cherche à avoir. Et ça va être une solution qui va être intelligente et qui va répondre du coup aux besoins et qui va être nettement plus intéressante qu'un 50-50. Alors, le premier outil, c'est la voix de talk show. Il n'y a pas vraiment de traduction française. Imaginez en fait une émission à la radio, une émission de la nuit, voilà, avec une voix rassurante. Donc, c'est une voix plutôt grave. C'est quelqu'un qui parle lentement. Tu peux y aller, hein. Voilà. Et ça va être utile, en particulier quand vous avez un interlocuteur qui se montre tendu, énervé, anxieux, mais en fait, ça va vous servir aussi à vous. Parce qu'en parlant lentement, avec cette voix grave, en fait, ça va vous aider aussi à faire baisser votre rythme cardiaque. Voilà. Rappelez-vous, oui, nous avons besoin de confort et d'un sentiment de sécurité. Donc, la voix va aider tout le monde, finalement, à se calmer. Le deuxième outil, c'est la mise en miroir. Alors, ça peut paraître un peu caricatural, mais en fait, essayez de répéter les 1 à 3 derniers mots de la personne et attendez plusieurs secondes. Alors, souvent, on est mal à l'aise hein, par rapport au silence, mais c'est important parce qu'en fait, ça va encourager la personne à vous en dire plus. Vous pouvez utiliser des questions relais, comme par exemple, c'est-à-dire, par exemple, voilà. Vous pourrez aussi paraphraser. Et ça, en fait, ça va aider. Alors, évidemment, il ne faut pas que ça soit, j'allais dire, automatique, un peu, j'allais dire, robotique. Voilà. Il faut que ce soit naturel. L'idée, c'est quand même, en répétant ces mots, de faire sentir à la personne qu'on répond à son besoin, en tout cas qu'on la comprend et qu'elle est écoutée. Souriez, alors ça, c'est aussi peut-être à mettre en lien avec la voix de talk show, la voix à la radio. Quand on parle à la radio, ce qu'on nous apprend, c'est de parler avec le sourire dans la voix. Voilà. Alors, si vous voyez la personne, ben, en fait, le sourire va aussi participer à cet état d'esprit positif. Et en fait, quand on a un état d'esprit qui est plus positif, plus posé, eh bien, en fait, on pense mieux et on pense plus vite. Voilà. Et donc, ben, évidemment, tout ça, ça va vous aider dans ce processus de découverte. Alors, quand on nous pose une question qui nous contrarie, là aussi, faut être humble, essayer d'être humble, voilà. Dire, bah, par exemple, je suis désolé. Voilà, si on vous demande quelque chose, vous ne comprenez pas en fait la raison pour laquelle on vous le demande. Ça vous semble, je sais pas, surréaliste ou euh, voilà. Eh bien, en fait, n'hésitez pas à dire, bah, je suis désolé ou excusez-moi, et vous répétez les 3 derniers mots. Par exemple, supposons qu'on vous demande, je sais pas, vous allez à un rendez-vous commercial et puis on vous demande d'aller à la photocopieuse pour aller faire des copies de documents alors qu'en fait c'est pas vos documents. Vous pourriez dire bah, c'est quand même un peu déconcertant, voilà, vous dire ça et répéter, mais et dire simplement mais ah, excusez-moi, que j'aille à la photocopieuse là, imprimer ces documents et en fait vous attendez. Alors vous pouvez attendre jusqu'à 4 secondes, hein, ça paraît très long, mais en fait la personne va vous expliquer. Elle va vous dire pourquoi et aussi bien elle va dire mais en fait c'est parce que ça va nous être utile pendant la conversation et pendant que vous faites ça, moi je dois aller récupérer par exemple tel matériel. Voilà, donc ça permet de gagner du temps et en fait c'est intéressant pour tout le monde. Et donc dans ce processus, si c'est pas encore assez clair, si ça vous la demande continue à vous paraître un peu choquante, eh bien recommencez en fait. Recommencer avec le «je suis désolé, excusez-moi», voilà, en répétant les 1 à 3 derniers mots de la personne. C'est elle, j'aurais tendance à dire, c'est elle qui va craquer le premier et qui vous donnera les éléments. Voilà. Et donc pour ça, pour pouvoir illustrer ces 3 outils, donc la voix de talk show,
la mise en miroir, donc avec la répétition, et l'autre, je ne sais plus. Eh bien, nous allons vous proposer une simulation. Donc, on va faire avec Adrien. C'est là Donc, où j'interviens. tout à fait. Alors, voilà la situation. Oui, c'était le silence, le rythme lent. Enfin, bon, voilà, c'est tous ces outils-là. Euh, En fait, Adrien est locataire. Moi, je suis le propriétaire d'un logement. Donc, voilà que Adrien occupe. Et puis, en tant que propriétaire, j'ai décidé d'augmenter son loyer de 200 euros par mois, ce qui est une somme quand même assez conséquente pour lui. Et donc, eh ben, en fait, il vient me voir pour pouvoir discuter de la lettre que je lui ai envoyée et qui parle de cette augmentation. Donc j'arrive dans le bureau. Bonjour Monsieur Gérard. Ben, bonjour, monsieur Adrien. Je viens vous voir concernant la lettre que vous m'avez envoyée là sur Mhm. l'augmentation de loyer. Mhm. Très bien, ouais. C'est un petit souci parce que alors, soit j'ai pas bien lu, soit il y a un vrai problème. En tout cas, il y a un problème pour moi. J'ai vu que Mhm. vous souhaitiez augmenter le loyer de 200 euros par mois, ce qui est une somme conséquente. Est-ce que j'ai Euh, bien compris? C'est bien 200 euros? ouais, tout à fait, ouais, c'est bien ça, ouais. Mais on parle bien du logement là, hein, du logement que j'occupe. Oui, oui, on ne parle pas, enfin, c'est vraiment le logement, ouais, tout à fait, ouais. Vous n'êtes pas sans savoir que ben moi j'ai pas, enfin, vous êtes peut-être sans savoir que j'ai pas forcément les moyens de mettre 200 euros et Mhm. puis ça m'a interloqué quand même. Enfin, il y a un truc qui me convient moyennement sur Mhm. ce chiffre de 200 euros. Quoi. C'est, En fait, je vais vous expliquer, c'est le renouvellement du bail. Donc, à le renouvellement du bail, on peut revoir le loyer. Moi, j'ai fait une enquête dans le quartier euh, par rapport au loyer pour un logement similaire. Et je me suis aperçu qu'en fait, j'étais très en dessous, enfin assez nettement en dessous, en tout cas, des prix du marché. Voilà. Et donc, du vous coup, c'est pour étiez ça. en dessous des prix du marché. Euh, ouais, tout à fait, ouais, c'est ce que j'ai vérifié. Ouais. Parce que ben moi aussi j'ai fait mes petites recherches. Je suis allé en bas de l'immeuble à voir le bailleur pour m'enseigner aussi. Ben, comme je serais pas en capacité de payer 200 euros de plus Mhm. par mois, je commence à me renseigner et j'étais très très étonné de voir les tarifs que peuvent prodiguer d'autres propriétaires qui sont d'après le bailleur que j'ai pu rencontrer bien en dessous du marché. En tout cas ceux qui arrivent à être écoulés. Ouais, alors bon, moi je suis allé voir deux, trois agences en fait dans le quartier. Donc je suis rentré, je suis allé discuter avec eux au sujet de justement du loyer. Bon, moi ça me paraissait pas délirant, mais vous êtes allé voir qui en fait enfin, peut-être qu'en fait vous n'êtes pas allé voir cette personne, je ne sais pas. C'est-à-dire que moi j'ai été voir ce bailleur-là en bas de Mhm, l'immeuble et puis j'ai tapé à quelques portes aussi mhm, autour de l'immeuble et en fin de compte avec un loyer de plus de 200 euros. Enfin, est-ce que vous avez conscience que vous risquez d'avoir le bail non honoré pendant plusieurs mois? Parce que d'après ce bailleur et ce professionnel de la location, tout ce qui est au-dessus du marché, qui est le montant que je paye actuellement, est bien inférieur, enfin, le montant que je paye en fait est le montant normal. Tous ceux qui sont au-dessus ne s'écoulent pas. ouais, mais c'est étonnant ce que vous me dites parce que alors effectivement j'ai pas trop creusé par rapport au comment dire à la vitesse à laquelle les appartements partaient. Mais je suis quand même étonné que, enfin, voilà, que trois agences me disent, grosso modo, vous voyez, il est. Alors, j'imagine peut-être aussi qu'elles voulaient éventuellement récupérer la Oui, gestion, mais ça m'étonne quand même ce que vous me dites là. d'autant plus que moi, ça me ferait peine de quitter ce logement que j'occupe. Enfin, on n'a Mhm, jamais eu de, de dilemme plus que ça, hein, plus que l'entretien de chaudière et peut-être les deux, trois signalements que j'ai pu faire sur le mauvais entretien parfois des parties communes. Mais mis à part ça, moi j'y suis bien et je trouverais ça dommage à la fois pour vous, mais aussi pour moi, de devoir
quitter cet appartement, surtout si, je me mets dans votre situation, si le logement n'est pas loué pendant 3 à 6 mois, vous risquez d'être en difficulté. Écoutez, en tout cas, c'est vrai que voilà, j'apprécie effectivement notre relation. Vous avez toujours payé votre loyer. Moi, ce que je vous propose, c'est je vais me renseigner, puis je reviendrai vers vous pour qu'on puisse voir effectivement. Enfin, voilà, comprenez, pour moi, c'est important quand même d'aller vérifier par moi-même. Bien Et sûr. puis, du coup, on pourra en discuter posément. Ouais. On peut se revoir quand à ce sujet? Parce que Dans- je vais mettre en stand-by mes je recherches. pense dans 15 jours, ça doit être bon pour moi. D'ici 15 jours? Ouais. Ok, parfait. Merci, Monsieur Gérard, et à dans 15 jours alors. Merci, monsieur Adrien. À dans 15 jours. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez essayé de détecter quels étaient les outils qui ont été utilisés. Peut-être que, Adrien, tu peux dire ceux que tu as utilisés. Après, Alors moi j'ai utilisé Moi, j'en ai pas vraiment utilisé. C'est-à-dire mon l'effet but, miroir ouais, en répétant les mots. en Déjà, répétant les mots, ouais, exactement. le J'ai silence. répété le silence aussi. Hum, J'ai laissé des phrases sans fin hum, afin de te laisser t'engouffrer ouais. dans la discussion. Euh, la voix de talk show, certainement un peu aussi, quand j'ai vu que il y avait peut-être une dissonance dans les loyers que tu pouvais proposer. Mhm. Ça m'a apaisé et j'ai pu en effet peut-être être plus serein et ramener sur une voie de talk show, qui était peut-être pas moins le cas au tout début. Ouais. Alors, le rythme était plutôt lent, ce que je note. Et ce que je note aussi, c'est que tu as cherché à comment dire, à me montrer que tu étais, quelque part, tu es rentré un peu dans mon système de pensée, c'est-à-dire la préoccupation du logement qui ne serait pas loué, voilà, par exemple. Donc là, clairement, c'est de l'empathie aussi. Mais du coup, effectivement, ça fait passer le bailleur qui était un peu, qui partait bien en tête en se disant, bah, super, j'ai augmenté de 200 euros par mois. Bon, ben, on va voir, quoi, je vais étudier la question. Voilà. Et la relation reste bonne, en fait. Bon, j'espère que c'était flagrant pour vous aussi. On n'est pas des acteurs, on fait ce qu'on Ouais, peut. très bien. Alors, dans les autres outils, vous avez les questions calibrées. On les a un petit peu utilisées là. C'est toutes les questions qui commencent par qui, quoi, où, quand, comment. Voilà. Pour ceux qui connaissent le Lean, hein, on a ce système de questionnement en fait pour la résolution, alors notamment des problèmes, hein, qui est le QQOQCP. Le P, c'est le pourquoi. Et là, ce qu'on veut, c'est vraiment éviter le pourquoi, parce que en fait, le pourquoi a très vite une dimension émotionnelle. Et notamment en milieu professionnel, on dit mais pourquoi tu as fait ça? En fait, on se sent vite agressé. Donc, c'est vraiment pas ce qu'on cherche. Pour ça que vraiment bannissez le pourquoi. Mais vous allez pouvoir partir à la découverte, en fait, grâce aux autres types de questionnements, avec le qui, le quoi, le où, quand, le comment. Et ça va aussi participer à aider votre interlocuteur à vous donner la solution. Si vous lui demandez par exemple comment il va le faire, qui est-ce qui va être impliqué, etc. Et ces mots, en fait, ils sont neutres. Voilà. Alors la question du coup calibrée, elle sous-entend qu'on a besoin de la même chose que l'interlocuteur. C'est-à-dire qu'on n'est pas en opposition, on est vraiment dans ce mécanisme de découverte. Et on a besoin, du coup, par ces questions, de son intelligence pour y parvenir. Donc, moi, ce que je vous déconseille, en tout cas, c'est d'affronter les idées. En fait, affronter les idées, ça conduit à rien, ça conduit au pugilat, voilà, dans le pire des cas. Mais en fait, chacun va rester sur sa position. Donc là, ce qu'on cherche, c'est vraiment à reconnaître les idées de l'interlocuteur et lui demander en fait de nous expliquer davantage comment, enfin, voilà, quelle est son idée et comment il pense, par exemple, que ça va être mis en œuvre, comment ça peut être faisable, etc. Avec qui, etc. Donc où ça peut se passer, voilà, ce genre de choses. tout à fait. En fait, et ça paraît peut-être pas évident, mais celui qui contrôle la conversation, c'est celui qui écoute, c'est celui qui va poser ses questions, c'est celui qui utilise ses outils. Voilà. Autre outil, c'est l'étiquetage. C'est le fait de mettre des mots sur l'intention que l'on perçoit et qui n'est pas dite explicitement. Donc ça va dire on dirait que, il semble que, ça ressemble que.
j'ai l'impression, etc. Voilà, par exemple, voilà, il y a quelques années, une fois, bon, il se trouve que c'était mon épouse qui était rentrée dans une voiture, bon, comme ça. Elle avait laissé son numéro de téléphone alors qu'il y avait absolument aucun dégât, hein. Et puis en fait, les échanges de SMS ont commencé. Oui, alors j'ai dû être arrêté. Le choc, il avait dû être même pas à 5 km/h. Enfin, c'était complètement ridicule, hein. Oui, donc dans le tenue le SMS, c'était j'ai été arrêté pendant 15 jours, j'ai eu mal au dos, j'ai dû avoir le médecin. Puis finalement, à l'arrière de la voiture, la suspension, elle a l'air cassée. Enfin, vous voyez le genre de propos qui étaient énoncés. Et en fait, au bout d'un certain temps, je me suis souvenu de cet outil. Je me suis dit, mais en fait, il faudrait peut-être lui formuler une question en mettant le doigt sur les intentions. Et donc, je lui ai écrit quelque chose du genre, en fait, quand je lis nos échanges, ce que vous me dites, j'ai l'impression, enfin, c'est vraiment, on dirait que vous cherchez à faire réparer votre voiture alors que l'accident n'y est absolument pour rien. Voilà. Et depuis, ben, en fait, plus aucun SMS, plus aucun échange. J'avais mis le doigt en fait sur l'intention de la personne. Donc ça peut être très puissant. Voilà. Et donc dans l'étiquetage, on cherche. Alors, ça peut être à désamorcer, effectivement. On cherche à comprendre. Euh, si nous on se sent un peu agressé, par exemple, ben, on va dire, mais vu notre position, j'ai l'impression que, on dirait que, etc. Et ça va aider justement à faire baisser aussi cette pression. On n'est pas du tout dans une accusation, hein, on est vraiment dans une enquête, mais qui demande effectivement de la douceur et du tact. Et donc, on va utiliser le vous, on dirait que vous, plutôt que le jeu, parce que le jeu tourné vers soi, ça va être j'ai l'impression que vous m'agressez. Voilà, alors si vous dites ça, là, ça va mal se passer, voilà. Alors que si vous disiez, et en fait, on dirait que, en tout cas, la façon dont vous me parlez, on dirait que vous cherchez le conflit, je me trompe peut-être, hein, mais c'est l'impression que ça me donne, quoi. Voilà. Donc, on va chercher à être vraiment apaisant. Ne niez pas non plus les sentiments négatifs, c'est même un outil qui est intéressant, hein. Vous voyez, donc ça participe, hein, c'est vraiment la continuité. Par exemple, quand j'écoute ce que vous me dites, on dirait que vous voulez m'imposer ce choix. Voilà. C'est le sentiment négatif. On le met, en fait, on met le doigt aussi sur notre sentiment qui est négatif et sur ce que il pourrait être, enfin, le sentiment, en tout cas l'intention que pourrait avoir la personne. Et puis autre chose intéressante, c'est par exemple, voilà, l'autre: «Excusez-moi, mais depuis le début, j'ai l'impression que vous êtes en stress». En fait, tout à l'heure, je parlais de la dette émotionnelle. Si vous l'identifiez, peut-être qu'en fait, c'est le moment de poser cette question et peut-être que la personne va vous dire: «Oui, alors effectivement, c'est le cas», et on peut peut-être proposer d'ajourner, l'entretien, par exemple, ou de dire: «Bah, prenons 5 minutes, voilà, pour se détendre, et cetera, et puis après on reviendra à notre discussion». Comme ça mettra la personne dans de meilleures, dispositions. Et maintenant, voilà, on vous propose une, simulation qui est la simulation de la prise d'otage, hein. Faut que j'arrête de rire. C'est moi le preneur d'otage en plus. Ah oui, là, c'est du sérieux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Adrien, est en train de faire un casse dans une banque. L'alarme s'est mise à sonner et donc, comme c'est en plein jour, ben, il y a un certain nombre de personnes qui sont prises en otage, hein, et la police arrive, donc voilà, se dispose, et donc moi, je vais intervenir en tant que négociateur. Et donc, voilà, l'intention est quand même à son comble. Euh, Adrien, quand tu es prêt, Je me mets tu en peux sonner. condition. On voit pas tes. J'ai mes armes, Tout à fait. j'ai mon magot, on est prêt. Donc j'appelle Les négociateurs le sans trop négociateur savoir sans qui c'est. vraiment savoir qui c'est. Ouais. Donc les effets spéciaux étant pléthore, je vais faire le dring dring. Mm. Dring dring. Oui, allô? Oui, bonjour. C'est moi qui suis à l'intérieur de la banque. Là, j'ai des difficultés à ouvrir le coffre. Là, trouvez-moi quelqu'un pour ouvrir le coffre. Alors, bonjour, moi je m'appelle Gérard. Euh, alors, en fait, si la police est là, hein, c'est parce que l'alerte a été donnée, il y avait un casse, et donc du coup, quand on appuie sur il y a des boutons, hein, dans l'agence, sur ces boutons, ce qui se passe, c'est que ça verrouille le coffre.
et donc on ne peut pas l'ouvrir pendant 12 heures. Donc je n'ai pas de solution en fait pour l'instant pour vous ouvrir le coffre. Alors, attendez, enfin, je sais pas si vous êtes au courant, mais moi j'ai quand même une pléthore d'otages là. S'il y a personne pour venir m'aider à ouvrir ce coffre là, je sais pas ce qui va advenir de chacun des otages, hein. Je vous le dis tout de suite. Ok. Euh, alors, comme on ne peut pas vous aider sur le coffre, peut-être qu'on peut discuter un peu plus pour voir comment répondre à votre demande. Ouais, mais je suis pas prêt à attendre 12 heures, hein. Moi, je veux sortir d'ici rapidement, le plus rapidement possible. Hmm. Vous voulez sortir le plus rapidement possible. Oui, c'est ça, je veux sortir rapidement. Mhm. À la limite, 12 heures, non, mais c'est incroyable. Non, je vais pas attendre, j'ai déjà fait les caisses, j'ai mon sac d'argent là. Trouvez-moi un véhicule rapidement là et je veux sortir. Ok. Donc on peut, oui, je vais voir ça. On peut effectivement vous trouver un véhicule. Maintenant, est-ce que vous avez une idée de la façon dont peut se passer? Parce qu'entre le moment où, enfin, vous êtes actuellement dans la banque, hein, Hum. avec des otages, puis à un moment donné, vous aimeriez être dans la voiture, prendre la fuite, j'imagine. Mais ça serait bien d'imaginer qu'est-ce qui va se passer entre ces deux événements pour voir comment faire. C'est simple, hein, vous m'avancez la voiture au plus près, vous écartez toutes les forces de police et moi, je garde un otage avec moi pour être certain pour assurer mes arrières et derrière, vous me laissez partir. C'est pas plus compliqué que ça. Je vous laisse partir, enfin, nous vous laissons partir. Bah oui, vous me laissez partir. C'est simple. Est-ce que alors, ok, vous avez une idée de comment ça peut se passer justement quand vous partez avec un otage? Quel peut être le dénouement? Non, mais l'otage, je vais le laisser au coin de la rue, un peu plus loin. Et puis après, moi, je m'enfuis. Mon but, c'est pas de tuer des gens, moi. Mon but, c'est de sortir d'ici avec l'argent. Ok. Est-ce que vous avez une idée de la façon dont ça se passe? Enfin, voilà, j'ai quand même une certaine expérience de ce genre de situation. D'après vous, ça se passe comment dans ce genre de situation? J'en sais rien, moi. Vous me laissez partir avec l'argent, je passe la frontière et on n'en parle plus. Et je reviendrai plus. Vous entendrez plus parler de moi. Euh, En fait, en général, ça se passe très franchement, hein, en toute honnêteté, hein, en général, ça se finit pas très bien. Parce que c'est évident que bah là, vous avez une prise d'otage, vous allez partir avec quelqu'un, on va pas forcément vous serez suivi. Vous partez aussi avec une somme, j'imagine, conséquente. Donc, quand bien même moi je ne l'ouvrirai pas, vous imaginez bien que ceux à qui l'argent appartient, ils vont vouloir que la police fasse son boulot, effectivement, puisque c'est son métier, et c'est de vous rattraper. Alors, ce que vous êtes en train d'insinuer là, c'est que, en gros, je peux abandonner mon projet de partir à l'étranger avec le magot. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous, en fait? Bah, je vous l'ai dit à maintes reprises, pour moi, c'est de sortir d'ici et que tout se passe bien à la fois pour les otages, mais aussi pour moi, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire tout se passe bien pour vous? Et ben, que je puisse jouir du restant de ma vie à l'étranger avec tout cet argent-là. Euh, En fait, dans ce genre de situation, il y a quand même pas mal de gens qui sont armés, donc ça peut quand même se finir très mal. Et dans ce cas, voilà, aller à l'étranger, ça risque d'être quand même particulièrement compliqué. Et puis même à l'étranger, on ira vous chercher. C'est pour ça que je vous repose la question. Franchement, aujourd'hui, là, maintenant, là, précisément, c'est quoi le plus important pour vous, C'est de compte tenu pouvoir de tous sortir les risques d'ici. qu'il y a? C'est de pouvoir sortir d'ici. Ok. Donc, ce que Euh, vous suggérez, c'est que j'abandonne l'argent, que j'abandonne mon projet de vie à l'étranger et que je me rende. C'est ça que vous suggérez? Et moi, j'ai pas envie de croupir en prison pendant des années, hein.
Alors, ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que pour l'instant, vous n'avez pas commis l'irréparable, puisque tous les otages sont en vie, vous avez tiré sur personne. Évidemment, si vous vous rendez, vous irez en prison, mais vous ne serez pas seul. C'est-à-dire que, comment dire, moi ce que je vous propose en fait, c'est en fait de vous accompagner, c'est-à-dire déjà d'aider à ce que cette sortie de la banque se passe bien, à ce qu'il n'y ait pas de dégâts, à ce que vous ne soyez pas par un malencontreux tir tué, par exemple. Et puis c'est aussi de vous accompagner dans tout le processus quand on vous amènera devant le juge, parce que en fait, en vous rendant, vous vous laissez aussi une chance pour la suite. Alors oui, il y aura il y aura de la prison, ça c'est sûr, je vais pas vous mentir. Mais ça vous laisse aussi une possibilité d'avoir une vie tranquille aussi et d'envisager quelque chose d'autre après. Alors que si vous partez et que vous enfuyez, vous serez poursuivi, ça peut finir très très mal, vous ne serez pas très tranquille. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense que votre proposition, enfin, j'ai encore besoin d'y réfléchir. Je pense, vous me laissez un quart d'heure, je vous rappelle un quart d'heure. J'ai besoin de faire le point. Ok, très bien. À dans un quart d'heure, Gérard. À tout à l'heure. Bon, très bien. Alors, qu'avons-nous utilisé comme... Il n'y a même pas de balle dans mes fusils. Ah, je crois que c'est pile. Donc, qu'est-ce qu'on a utilisé? Alors moi, ce que j'ai essayé d'utiliser déjà, c'est de la voix de crooner, en tout cas de talk show, d'essayer de parler plus lentement, plus grave. Et la mise en miroir, à plusieurs reprises, j'ai répété les mots d'Adrien. J'ai essayé de l'amener aussi sur le terrain de comment est-ce que ça va se passer. Voilà, comment ça va se passer concrètement. Donc ça, c'est les questions calibrées. Je suis pas sûr d'avoir fait de l'étiquetage, hein. J'en ai fait un peu. Toi, t'en as fait un peu, mais bon. J'en ai fait un peu, ouais. J'ai l'impression que. Oui, oui, tout à fait. Toi, tu as fait de l'étiquetage. Effectivement, bon, je suis pas encore un négociateur pro, mais il n'y avait pas encore d'étiquetage. Voilà. Et donc, on arrive en fait finalement à une solution qui répond au besoin le plus fondamental de la personne, qui est quand même de rester en vie, me semble-t-il. Je renonce Voilà. au magot quand même, hein. Ah oui, et ça, c'est une solution en fait, le magot. Voilà. Conclusion, donc. Donc la négociation, c'est ce que nous avons vu, c'est un cadrage émotionnel, hein. Le fait de baisser le rythme, de parler plus doucement, etc., ça va aider effectivement à se poser, mais c'est vraiment sur les émotions qu'on travaille, en fait, même s'il y a une part de logique, clairement. Et tout ça, ça se prépare, comme on a vu tout à l'heure, un travail logique, un travail par rapport aux émotions, comment ça se passerait si on me répondait comme ça, si on réagissait comme ça, comment je réagirais. Voilà, et donc c'est vraiment important dans ce travail de préparation, mais aussi au cours de la discussion, hein, d'intégrer l'impact des émotions dans votre négociation. Là, tout à l'heure, Adrien, dans la prise d'otage, évidemment, il était dans un très grand stress. Donc, il fallait l'aider aussi à diminuer un petit peu son niveau de stress. Que j'ai senti diminuer d'ailleurs au fil de l'eau, Mmh. même si l'inconnu encore me faisait ressentir encore la peur de sortir, quoi. Mmh. D'où le fait que j'ai retardé Ouais, la prise de décision. ouais, très bien. Donc, négocier, bien négocier, c'est vraiment partir à la découverte, hein. On va chercher à comprendre ce qui importe vraiment pour l'autre, ce qui compte pour lui, mettre des mots sur ce que l'on perçoit. Alors peut-être qu'on perçoit à tort, c'est pas grave, ça va aider à clarifier les choses. Et peut-être que la personne, en fait, va se rendre compte que finalement, elle est un peu agressive ou qu'elle n'est pas très avenante, et ça va l'aider aussi. Voilà. On est vraiment dans une empathie, donc l'empathie tactique, hein, une écoute qui est bienveillante, finalement sans jugement. Voilà, sans jugement finalement des personnes. Et donc, pour bien négocier, on vous invite à utiliser vraiment ces quatre outils, pardon. La voix de talk show, voilà, l'émission de la nuit, la mise en miroir, avec notamment possiblement la répétition des mots et puis les temps de silence qui sont très très importants. Des questions calibrées qui vont permettre à la personne de construire finalement la solution et l'étiquetage aussi pour pouvoir démasquer parfois aussi les intentions
démasquer les sentiments qui ne sont pas clairement identifiés notamment. Voilà, eh bien merci. Maintenant, c'est le temps de questions et de réponses. Et donc, ben, voilà, on vous écoute. On vous écoute ou on vous lit. Ou on vous lit, plus exactement. Pour nous, on vous lira. Je ne sais pas si Clémence, tu nous entends et si tu peux nous transmettre les questions. On a été très démonstratif. Ah ouais, très bien. Alors, je crois que tu m'avais dit, Gérard, s'il n'y a pas de questions pour le moment, tu m'avais dit qu'il y avait d'autres outils qui pouvaient exister. Ah oui, oui, il y en a d'autres, mais peut-être que ça sera l'occasion d'un autre Tech Live, qui sait. Tout à fait. Parce qu'en fait, ça prend du temps. Il faut du temps pour quand même pour maîtriser tout ça. Enfin, moi-même, je suis pas encore super à l'aise, très franchement. Voilà, ça prend. Mais déjà, à minima, si vous arrivez à mettre ça en œuvre, vous aurez déjà fait je dirais un grand pas. Voilà. Eh ben, merci à ceux qui ont assisté à ce live. Hein. S'il n'y a pas de questions, on ne va pas vous retenir jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié notre nos mises en Ah, notre jeu situation, d'acteur. nos jeux Ouais. d'acteurs. C'est 10 ans de cours Florent pour ce résultat. Alors, une question, j'ai pas bien saisi la phrase, ne pas essayer d'obtenir un gagnant-gagnant, car c'est un perdant-perdant. Effectivement. Ouais, alors, je sais pas s'il y a besoin de réexpliquer. En fait, c'est un perdant-perdant parce qu'en fait, forcément, on lâche des choses qui nous semblaient importantes. Et en fait, on est aussi, quand on est dans cette recherche du gagnant-gagnant, on est déjà dans l'expression de la solution. Donc, ça veut dire on n'est pas forcément allé chercher aussi notre besoin, et c'est après coup qu'on se rend compte que, ah ben mince, on est passé à côté de notre besoin. Donc, c'est pour ça que, et là, en fait, dans ce qu'on voyait dans les négociations, ce qu'on arrivait à construire, c'était quelque chose qui était finalement qui répondait aux besoins importants des personnes. C'était pas forcément effectivement la solution qu'elles avaient amenée, mais en fait, c'est une façon, moi, je trouve, qui est très finalement subtile, hein, de construire un accord. Parce qu'il y a forcément des points de convergence sur les besoins primordiaux de chacun. Ouais. C'est pas évident de transposer, on va essayer. Ouais, oui, il faut de l'entraînement. Ouais, c'est sûr que l'entraînement est très important parce que c'est pas très naturel. Après, il y a peut-être des choses qui sont un peu plus faciles, hein, les temps de silence. Alors, souvent, les gens, on est très mal à l'aise par rapport au temps de silence, mais dites-vous que la personne en face, elle est encore, mais à minima, aussi mal à l'aise que vous. Donc, et elle sait pas forcément que c'est un outil. Plus de questions. Ah ben, Eh ben, très bien, merci pour votre attention. on n'a plus qu'à vous remercier beaucoup de nous avoir écoutés, d'avoir participé à ce webinaire. Et voilà, alors il y a nos liens LinkedIn si vous voulez vous connecter via ce QR code, enfin ces QR codes, hein, parce qu'il y en a deux, sinon vous nous retrouverez très facilement. Et merci à l'entreprise Clanic donc, qui nous a fait cet honneur, ou en tout cas qui nous a proposé de venir animer un webinaire un petit peu différent de tous les webinaires techniques ou agilistes standards sur des sujets qui sont plutôt des sujets communs, j'ai envie de dire, hein, la négociation. Moi, je vais réutiliser tout ça avec mes enfants, ça va être drôle. Alors, ok, merci. J'ai l'impression que dans ta réponse, c'est l'idée qu'on peut passer à côté de notre besoin. Oui, c'est aussi ça. Mais la personne en face aussi peut vraiment passer à côté de son besoin, effectivement. Eh bien, merci Sébastien, merci. Alors, j'ai vu Amandine, j'ai vu Mehdi, j'ai vu Laurane. Merci à vous tous. Passez une très bonne soirée. Et soit on se reverra au replay. Enfin, moi, je vous verrai pas, mais vous me verrez certainement, et avec Gérard. Hein, soit on aura peut-être l'occasion de se croiser
dans d'autres événements. Eh bien, merci. Au revoir. Merci.